Bienvenue à tous dans ce corrigé de l'épreuve de synthèse Tremplin 1 2014. Alors, tout d'abord, une précision méthodologique en ce qui concerne la synthèse à proprement parler, parce que vous savez que l'épreuve Tremplin est divisée en deux sous-épreuves en quelque sorte, une synthèse de 3 ou 4 textes philosophiques, ainsi qu'une réflexion argumentée. La synthèse à proprement parler compte pour 12 points, la réflexion argumentée pour 8 points. Bon. La synthèse finale doit faire 550 mots plus ou moins 10%, et elle doit être constituée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Pas de plan apparent, des renvois bien entendu au document, mais des renvois élégamment rédigés. Alors, prenons cette épreuve 2014. Comme je l'avais dit, premier réflexe à avoir, jeter un œil sur le titre de la réflexion argumentée. D'où les chefs tirent-ils leur force? Pas besoin pour le moment de se prendre la tête pendant très longtemps. Juste voir que, a priori, d'où les chefs tirent-ils leur force, ça renvoie sans doute au pouvoir politique, sans doute au rapport entre gouvernants et gouvernés, rapport au leader à la foule, rapport dominant-dominé, etc. Bon. Ensuite, on regarde, bien entendu, les titres. Bon, texte 1, texte 2, texte 3, ça ne nous dit pas grand-chose, mais surtout les sources. Et si on regarde les sources, que voit-on? On voit Gustave Le Bon, pour commencer, la psychologie des foules. Ensuite, on a Machiavel, le prince. Et ensuite, Étienne de la Boétie, discours sur la servitude volontaire. Les choses se précisent à ce moment-là, puisque le prince traite des extraordinaires qualités, si vous voulez, du gouvernant chez Machiavel. Le prince, c'est une série de conseils pratiques que Machiavel donne à celui qui doit gouverner, en l'occurrence Florence. Bon. Le discours sur la servitude volontaire traite si vous voulez, de la soumission du peuple à un tyran. Et cette question que pose la Boétie, comment ça se fait qu'un seul, si vous voulez, un seul tyran réussit à obtenir la soumission d'une foule de plusieurs millions de personnes. Et la psychologie des foules traite justement de la psyché, de l'âme, de la structure mentale, entre guillemets, de la conscience collective d'une foule. Donc vous voyez que si on cumule les sources au thème, si vous voulez, de la réflexion argumentée, on se doute, on est même sûr, que ça va traiter des chefs, de la domination, des leaders, des meneurs, de la foule, etc. Bon. Maintenant, pour avoir la problématique définitive, qu'il faudra mettre d'ailleurs en exergue en titre, je rappelle que ce titre, qui doit précéder votre synthèse finale, doit en gros contenir et la thématique et la problématique. Important d'avoir ça en tête. Alors maintenant, prenons les textes les uns à la suite des autres. Texte 1. Que nous dit, grosso modo, Gustave Le Bon dans ce texte? Il fait la différence, Gustave Le Bon, entre d'un côté les rhéteurs, les sophistes, si vous voulez, et de l'autre les véritables leaders. Il nous précise qu'un véritable leader, c'est quelqu'un qui a une mystique, c'est quelqu'un qui a des croyances, c'est quelqu'un qui a foi en quelque chose qui est plus grand que lui. Et il nous prend bien sûr les exemples de Pierre l'Ermite, de Savonarole, des grands hommes de la Révolution, Danton, Robespierre, etc. Une foule, nous dit-il également, c'est un être qui ne possède pas vraiment de volonté propre. C'est une force, mais qui demande à être dirigée. La foule ne sera effectivement dirigée que par un véritable leader qui a foi en un idéal plus grand que lui. Première grande idée à retenir. Deuxième grande idée à retenir. Rien de grand ne s'est jamais fait sans passion, comme disait Hegel. C'est à l'homme de foi à utiliser la force de la foule, à lui insuffler justement sa propre foi, ses propres idéaux, de façon à pouvoir la motiver. Les leaders ne se contentent pas de donner un élan vital aux foules, ils pensent aussi à leur place. On voit que le rôle des meneurs est de penser à la place des foules. Les meneurs sont à la fois des penseurs et des guidés. Et enfin, pour terminer rapidement, dans le texte de Gustave Le Bon, nous avons une typologie
des leaders de foule. Premièrement, les uns sont des hommes énergiques, à volonté forte mais momentanée. Les autres, plus rares que les précédents, sont des hommes possédant à la fois une volonté forte et durable. Donc ça, c'est à retenir. Hein. Deux types de leaders. Un, des leaders très énergiques mais éphémères. De l'autre, ceux qui ont une volonté forte et en même temps durable. On a pour le premier type, si vous voulez, de leader, on a le maréchal Ney, le maréchal Murat sous le Premier Empire, on a Garibaldi, etc. Mais évidemment, pour Gustave Le Bon, ces leaders-là ne sont pas très efficaces sur le long terme par définition. Les véritables leaders, c'est les leaders de second type, comme Saint-Paul, comme Mahomet, comme Christophe Colomb, etc. Ceux qui ont eu une véritable influence sur le devenir de l'humanité. Texte 2. Machiavel, le prince. Dans ce texte 2, Machiavel nous brosse, si vous voulez, le portrait idéal du prince, c'est-à-dire du dirigeant, du gouvernant. Pour Machiavel, il y a deux façons de gouverner. Soit par les lois, et ça c'est le propre des hommes, soit par la force, et ça c'est le propre des bêtes. Donc le prince idéal, le gouvernant idéal, le leader idéal, doit tenir autant de la bête que de l'homme, autant des lois que de la force. Le prince idéal doit donc être mi-homme, mi-bête, mi-animal, mi-humain. Pour ce qui est, nous dit Machiavel, de sa partie bestiale, le prince, le leader, doit être mi-renard, mi-lion. Il doit avoir la ruse du renard et la force du lion. Car la force sans la ruse n'est rien, et la ruse sans la force n'est rien non plus. En ce qui concerne sa partie humaine, nous dit Machiavel, le prince, le leader, le gouverneur se doit de paraître posséder toutes les vertus sans en posséder vraiment aucune. Pourquoi ? Parce que lorsque vous possédez des vertus, la loyauté, la droiture par exemple, si vous les possédez vraiment, elles vont être un frein à votre action. Machiavel nous dit que les princes qui sont efficaces sont des personnes qui font peu de cas de leurs paroles, sont des personnes qui sont hypocrites, menteurs, manipulateurs. Le but, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Le but n'est pas d'être bon. Donc, un leader efficace pour Machiavel, c'est, exemple, Alexandre VI, le fameux pape Borgia, que vous connaissez bien. Il faut, je le répète, paraître posséder toutes les qualités du monde, sans en posséder véritablement aucune. Enfin, dernier texte, la Boétie, discours sur la servitude volontaire. Alors évidemment, rien que dans le titre déjà, hein, la servitude volontaire. Normalement, la servitude, c'est subi, c'est pas voulu. Donc la Boétie prétend nous révéler le secret, entre guillemets, de la servitude volontaire. Le secret de la servitude volontaire ne se situe pas dans le génie du tyran, mais bien plutôt dans la bêtise de la foule. Donc, vous remarquerez, si on reprend le texte 1, Gustave Le Bon, soumission des foules, parce que les foules sont des êtres, entre guillemets, inconscients, enfin tout du moins qui n'ont pas de volonté propre, à des leaders. Texte 2, Machiavel, valorisation du prince qui possède l'art de gouverner, qui possède la vertu politique. Texte 3, la Boétie, retour à la bêtise des foules. Vous voyez, il y a en permanence cet aller-retour entre la soumission des foules et les qualités du dirigeant. Bon. On poursuit sur la Boétie. Le questionnement de la Boétie est le suivant. Comment se fait-il que des millions d'hommes, des centaines de villes, en gros, comment se fait-il que le grand nombre, la grande puissance, se soumettent à une seule personne, à un seul tyran ? Comment se fait-il que dans la balance sociale, le gramme l'emporte toujours sur le kilo ? Eh bien, les réponses de la Boétie sont les suivantes. Premièrement, l'habitude. On prend toujours pour naturel la situation dans laquelle on est né. Ce qu'il y a de choquant, nous dit la Boétie, c'est qu'on pourrait se soumettre à un bon prince. Mais le fait est que, si on regarde l'histoire, la plupart des peuples se soumettent à des mauvais princes, à des tyrans. Pourquoi est-ce qu'on obéit à des tyrans ? La réponse de la Boétie est un petit peu désespérante et un peu violente. C'est dû à la bêtise même du peuple et de la foule. Bon. Les principales idées
de ces textes ayant été explicités, je vous renvoie donc maintenant au corrigé officiel qui se trouve en pièce jointe pour la synthèse finale. Quelques mots maintenant sur la réflexion argumentée. D'où les chefs tirent-ils leur force? Quelques pistes de réflexion et ensuite, bien entendu, le corrigé officiel également. Vous devez vous interroger, lorsque vous avez une question comme celle-là, sur la source, sur l'origine de la puissance des chefs. Est-ce que les chefs tirent leur force d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur qualité exceptionnelle, de leur grande vertu, de leur excellence, de leur perfection? Ou alors, est-ce que c'est la foule, le grand nombre, le peuple, qui transmet sa force au chef? Est-ce que le chef possède une véritable puissance, ou est-ce qu'il n'a de puissance que celle qu'on lui donne? Pendant très longtemps, par exemple, on a cru que c'était Dieu qui déléguait sa puissance au chef, au roi, à l'empereur ou autre. Bon. On sait aujourd'hui que c'est la souveraineté populaire qui fait d'un chef le chef. C'est-à-dire que le peuple peut se choisir un chef, mais au final du final, ce chef n'est que momentané. Comme par exemple dans les régimes présidentiels démocratiques qui sont les nôtres. Donc vous pourriez axer votre réflexion, bien sûr, à la fois sur une confrontation, si vous voulez, entre d'un côté les qualités, les vertus d'un personnage exceptionnel, comme Alexandre le Grand, comme Jules César, comme Napoléon, etc., qui savent prendre leur destin en main et qui savent capter le pouvoir politique, capter également le vent de l'histoire. De l'autre, et vous voyez que ça rejoint énormément les textes qu'on avait eus précédemment, de l'autre, bien sûr, des peuples qui acceptent, pour X ou Y raison, de déléguer leur souveraineté à ces mêmes chefs. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous renvoie au corrigé final de cette réflexion argumentée qui se trouve en pièce jointe et que de toute façon, vous pouvez consulter sans aucun souci. Je vous dis à très bientôt en stage. Bonne chance à vous.